Salut à tous, alors aujourd'hui on fait la correction d'un oral de centrale tombé en 2024 pour les PC, mais qui est aussi adapté pour les MP, les PSI, les MPI, peut-être moins quand même pour les BCPST et les ECG parce que ça parle d'un espace E qui est un espace vectoriel des fonctions continues, donc qui est de dimension infinie, et donc c'est pas trop dans l'esprit du programme de BCPST et de ECG. Mais voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à essayer de le faire chez vous avant de regarder la correction. Et nous, on va le corriger tout de suite, c'est parti. Ok, donc on va lire l'énoncé. Alors, E, c'est l'ensemble des fonctions continues sur 0,1 à valeur dans R. Bon, j'ai retiré le à valeur dans R parce que bon, voilà, il suffit de l'avoir en tête, elles sont toutes à valeur dans R. Et pour une fonction f qui est dans E, et pour x qui est compris entre 0 et 1, on va définir la fonction g de f appliquée sur x, qui est donc l'intégrale entre 0 et 1 du minimum entre x et t fois f de t dt. Et on veut montrer que G, c'est un endomorphisme de E. Donc G appartient à L de E. Alors, première chose peut-être à avoir, une question qui n'est pas posée dans le sujet, mais c'est toujours bien vu d'en parler, c'est qu'on fait une intégrale entre 0 et 1 d'une fonction, là, qui dépend de t. Ok, x c'est un paramètre et t c'est la variable de cette fonction. Donc, la première chose à dire, c'est que cette fonction-là, elle est bien continue en fonction de t. Alors, le fait que le minimum ce soit quelque chose de continu en fonction de ce qu'il y a dedans, ça c'est assez connu. Quand on fait le minimum de deux fonctions continues, c'est une fonction continue. Alors là, en l'occurrence, x par rapport à t, elle est constante, et la fonction qui a t associe t, c'est aussi une fonction continue. Donc, le minimum de deux fonctions continues, c'est continu. Par ailleurs, f, elle est bien continue aussi. Donc on a bien ici une fonction continue par produit, et donc c'est une fonction continue sur 0, 1, donc l'intégrale est bien définie. C'est toujours bien de dire ça au départ pour montrer que vous êtes quelqu'un de rigoureux, vous le dites vite fait à l'oral, ça fait plaisir à l'examinateur, et on passe à la suite. Donc là, on veut montrer que c'est une application linéaire, hein, donc question facile. On prend, c'est assez classique, deux fonctions f et g qui sont dans E, et on prend un réel lambda. Alors j'ai mis dans R étoile, pourquoi j'ai mis dans R étoile? Non, c'est dans R, hein. Un réel lambda qui appartient à R, pas R étoile. Et on prend soit x appartient à 0, 1, et on va calculer g de f plus lambda g, donc petit g, de x. Donc c'est parti, on regarde ce que ça donne. Ça fait l'intégrale entre 0 et 1, donc du minimum de xt avec, on a remplacé la fonction f par cette fois f plus lambda g de t. Et ça, c'est juste par définition, hein, quand on fait cette fonction-là, f plus lambda g sur t, ça revient à faire f de t plus lambda g de t. Okay. Là, on a ensuite un produit qu'on va distribuer sur le minimum. Donc par distributivité, ça fait le minimum fois f de t plus lambda fois le minimum fois g de t. Et puis là, on va faire la relation de Chasles pour séparer l'intégrale. Hop, ça nous fait l'intégrale entre 0 et 1 de tout ça, plus lambda fois l'intégrale entre 0 et 1 de tout ça. Là, on retrouve g de f, et là, on retrouve g de g. Donc ça fait finalement g de f de x plus lambda fois g de x. Et ça marche pour un x quelconque, hein, donc ça marche pour tout x compris entre 0 et 1. Donc en fait, on a une égalité là qui est fonctionnelle. Hein. Pour tout x entre 0 et 1, quand on évalue cette fonction-là sur x, elle est égale à cette fonction-là sur x, ça veut dire que la fonction g de f plus lambda g, c'est la même chose que g de g plus lambda g de petit g. Voilà, donc g, c'est bien une application linéaire. Super. Mais c'est pas la seule question. Là, je sais pas si c'est un petit piège ou pas, mais il faut penser, quand on vous demande de montrer que c'est un endomorphisme, que la linéarité n'est pas suffisante. En fait, un endomorphisme, c'est quoi? C'est quelque chose qui va de E vers E. Alors, que ça parte de E, c'est assez évident, mais que ça aille dans E, c'est pas si évident que ça, il faut le justifier. Il faut le justifier. Donc il faut prendre le temps de l'écrire. On va montrer en fait que si f appartient à E, on a bien g de f qui appartient à E. C'est l'objectif de la suite. Donc, on va prendre un f qui appartient à E, et on va faire g de f de x pour voir un peu si ça nous donnerait une fonction continue en fonction de x. Le petit problème, c'est que x, il est à l'intérieur de l'intégrale. Alors, on peut se débrouiller avec des x qui sont à l'intérieur de l'intégrale. On a notamment des théorèmes de convergence dominée qui peuvent nous aider. Mais c'est un peu compliqué. Là, je vous avoue, convergence dominée, pensez à ça pour résoudre ça, c'est un peu trop compliqué. Donc, en fait, là, l'idée, c'est d'essayer de sortir ce x de l'intégrale. Tant qu'il est sous la forme d'un minimum, c'est pas terrible.
Mais en fait, ce minimum-là, il est fait pour vous embêter. Hein. Il est vraiment fait pour voir à quel point vous êtes débrouillard ou pas. En fait, un minimum, quand c'est dans une intégrale ou quand c'est dans une somme, c'est assez classique. On peut toujours s'en débarrasser. Là, en fait, concrètement, c'est quoi ce minimum? Là, dans l'intégrale, t, il est compris entre 0 et 1. Et ce qu'on sait, c'est que le minimum, si t est plus petit que x, ça va être t. Hein, et si t est plus grand que x, ça va être x, le minimum. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que t, il va de 0 à 1, mais dès que t va aller au-delà de x, le minimum, ce sera x. Ok? Et avant, c'est t. Donc, en fait, on peut séparer l'intégrale. On peut la séparer avec toutes les valeurs de t qui sont plus petites que x, ok? Et toutes les valeurs de t qui sont plus grandes que x. Ça, c'est juste la relation de Chasles. Et j'ai juste séparé l'intégrale en deux. Ici, comme t est compris entre 0 et x, t est plus petit que x, donc le minimum va valoir t. Et ici, comme t est plus grand que x, x est compris entre x et 1, le minimum, il va valoir x. Ok? C'est aussi simple que ça. Et le minimum, on peut toujours s'en débarrasser comme ça, en tout cas dans une intégrale, ou bien dans une somme, ce serait à peu près pareil. Des fois, on voit des minimums dans des sommes. Et on peut faire la même relation sur les sommes. Donc, c'est pas mal de penser à ça, parce que regardez, maintenant, le x, on va pouvoir le sortir. Par ailleurs, alors j'ai mis en rouge ici parce que vous allez voir, en fait, ça va être pratique d'inverser les bornes quand on voit quelque chose comme ça. Là, en fait, on reconnaît entre 0 et x. Là, comme le x, il est en haut, ce qu'on va reconnaître, c'est une primitive de la fonction t f de t. Hein, quand vous voyez une intégrale qui va d'une constante à x, il faut vraiment reconnaître une primitive. Et là, en fait, on va faire pareil. On va mettre le x en haut pour reconnaître une primitive. Donc c'est parti, on fait deux choses en même temps. On sort le x, et puis on inverse les bornes, ce qui fait apparaître un moins ici. Ok? Donc là, maintenant, on se retrouve avec deux primitives. Hein, quand je suis en train de parler de primitives, là, en fait, je suis en train de vous parler du théorème fondamental de l'analyse. Là, vraiment, c'est un exercice où il faut penser à ce théorème-là. Hein. On se retrouve avec des primitives, et donc, ça va nous donner la régularité de G de F. En fait, ce qu'on sait, c'est que cette fonction-là, elle est continue sur 0,1. Comme elle est continue sur 0,1, en fait, on peut appliquer le théorème fondamental de l'analyse qui va nous dire que tout ça, c'est une fonction de classe C1. C'est une fonction de classe C1 parce que c'est une primitive de TF de T. Donc quand on dérive ce truc, on tombe sur TF de T. Et donc, voilà, c'est dérivable et la dérivée est continue parce que c'est TF de T qui est continue. Donc ça, c'est de classe C1. Par ailleurs, c'est pareil pour ça, en fait. La fonction f étant continue sur 0,1, d'après le théorème fondamental de l'analyse, ce truc-là, c'est de classe C1 sur 0,1. Voilà, c'est fini. Alors bon, nous, on ne demandait pas C1, mais en réalité, là, on est en train de montrer que G de F est carrément C1, hein, de classe C1. Mais on va l'utiliser plus tard, donc autant le dire. En fait, comme celle-là, elle est de classe C1, X, c'est de classe C1, et celle-là, elle est de classe C1, en fait, c'est une combinaison de fonctions de classe C1, donc en fait, G, elle est de classe C1. Mais nous, on a juste envie, dans cette question, de dire qu'elle est continue. Donc si elle est de classe C1, elle est en particulier continue. Hein. Donc, par somme et produit de fonctions continues, on a bien un G de F qui est continu sur 0,1. Et ça clôt la question 1. Là, on a bien montré que G, elle va de E dans E. Par ailleurs, G, elle est linéaire. Et ça, c'est la définition d'un endomorphisme. G, elle est bien dans L de E. Voilà pour la question 1. Donc ça, c'était la question facile pour démarrer. Souvent, les premières questions sont toujours plus simples. Question un peu plus compliquée. On nous demande le noyau de G et l'image de G. Alors, je vais reproduire ce que j'avais calculé tout à l'heure là. C'est exactement la forme finale que j'avais calculée de G de F de X ici. Donc j'ai juste réécrite, ok. Et donc on demande de trouver le noyau et l'image de G. Alors, en fait, je vais pas commencer tout de suite par chercher le noyau et l'image de G, parce que en fait, quand on a quelque chose comme ça, il faut que ça vous donne envie de faire quelque chose. D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que ça, c'est une primitive de T F de T, et ça, c'est une primitive de F. Quand on a des primitives, ce serait quand même dommage de se priver de faire la dérivée. Vraiment, là, on a des primitives, il faut dériver pour voir ce que ça donne. Juste par curiosité, quoi. Ça se trouve, ça va rien donner, mais il y a de grandes chances que ça donne quelque chose quand même. Donc bon, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Donc G, elle est de classe C1, on la dérive, et donc nous ce qu'on sait, c'est que d'après le théorème fondamental de l'analyse, la dérivée de ce bidule, c'est x fois f de x, d'accord? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, celle-là c'est la dérivée d'un produit, donc on dérive x, il reste 1, fois l'intégrale entre 1 et x de f de t. Et quand on garde x,
on dérive celui-là, bah, la dérivée de ça, c'est f de x, parce que ça, c'est une primitive de f de x d'après le théorème fondamental de l'analyse. J'ai mis en bleu tout ce qui utilise le théorème fondamental de l'analyse. Et ça nous donne ça. Et là, oh magie, ça se simplifie. Regardez, bim, celui-là et celui-là, ils se simplifient. Donc, il nous reste que moins la primitive de f de t. La dérivée de g de f, c'est moins la primitive de f de t. Et donc, la primitive de f de t, c'est encore une fonction qui est dérivable, ok? Donc ça veut dire que g de f prime, on peut encore la dériver. Autrement dit, g de f, elle est 2 fois dérivable, et là, si on redérive à nouveau, eh ben, hop, encore le théorème fondamental de l'analyse, on obtient que la dérivée seconde, ça va être moins f de x. Et là, on est sur un truc très fort, là. On a démontré que pour tout x, la dérivée seconde de g de f, c'est moins f de x, donc autrement dit, la dérivée seconde de g de f, c'est moins f. Ok? On a un lien très fort entre g de f et f, qui est ce lien-là. Je l'ai encadré en orange, là, ce résultat orange, c'est ce qui va nous aider à résoudre la question 2, mais aussi la question suivante. Là, on est vraiment sur le truc fondamental de l'exercice. C'est ça qu'il faut voir pour résoudre toute la suite de l'exercice, en fait. Si vous l'avez pas vu, je pense que c'est impossible de faire cet exercice sans voir ça. Bon, on va voir tout de suite pourquoi c'est utile. Donc, revenons à la question. Nous, on veut calculer le noyau de G et l'image de G. Donc, supposons qu'on a une fonction de f de e qui soit dans le noyau, c'est-à-dire que g de f égale 0. Et ben là, bim, on peut tout de suite utiliser ça. G de f, ça vaut 0. Donc, si on le dérive 2 fois, bah, ça vaut 0 toujours. 0 dérivé 2 fois, c'est 0. Et on sait que quand on dérive 2 fois g de f, bah, on tombe sur moins f. Bon, bah, moins f, c'est 0. Autrement dit, f, c'est 0. Ok. Donc il n'y a que 0 qui est dans le noyau. Voilà, le noyau de G c'est 0, et là vous voyez la puissance du résultat orange là. Voilà, ça permet vraiment de montrer tout de suite le noyau qui vaut 0. Alors, pour l'image c'est un petit peu plus compliqué, ça nécessite un petit peu plus de travail. Déjà on pourrait se demander, est-ce que l'image ce serait E? Est-ce qu'elle serait surjective G de f? On peut tout de suite voir que non, parce que regardez ce que j'ai encadré là, c'est que si on prend f une fonction continue, G de f, elle est de classe C2. Autrement dit, im de G, c'est inclus dans les fonctions de classe C2. Fonctions de classe C2 qui sont pas toutes... toutes les fonctions continues ne sont pas de classe C2. Donc l'image de G, déjà, on sait que ça peut pas être l'ensemble des fonctions continues, on sait que l'image de G, ça peut pas être E. Ok? Mais ce qu'on peut se demander maintenant, c'est est-ce que ça va être égal? Est-ce que toutes les fonctions de classe C2 sont dans l'image de G? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une phase d'analyse. On va prendre une fonction G qui est de classe C2, et on va supposer qu'elle admet un antécédent, donc une fonction telle que G de f égale G. Ok? Alors, bon, l'objectif, voilà, c'est de trouver ce f là qui serait l'antécédent de G. Et ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore utiliser l'encadré orange là. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut encore à nouveau dériver 2 fois cette égalité, parce que G de f elle est de classe C2 et G aussi elle est de classe C2. Donc c'est parti, en dérivant 2 fois. Ce qu'on sait, c'est que G de f seconde, c'est moins f, mais c'est aussi G seconde, ok? Si on dérive ça 2 fois, ben on dérive G 2 fois. Donc moins f, c'est G seconde. F, autrement dit, ça peut être que moins G seconde. Nécessairement, mais on ne sait pas encore si c'est suffisant. D'accord? Là, on a fait l'analyse, on a raisonné par implication, on a dit si on a G, F qui vérifie ça, alors nécessairement F vaut ça. Maintenant, on va faire la synthèse, on va voir si ça c'est une solution, si ça c'est une condition suffisante. Donc, on va essayer de regarder ce que c'est que G de moins G seconde de X. Si on tombe à la fin sur G de X, on a gagné. Ok? Donc on va voir ce qui se passe. On remplace donc dans l'expression de G que j'ai mise là, on va remplacer le F qui est là par G, et puis on va voir ce que ça nous donne. Ok. Donc ça nous fait moins l'intégrale entre 0 et x de t G seconde de t, d'accord, j'ai sorti le moins ici. Là pareil, j'ai sorti le moins, ça va faire un plus, fois x, l'intégrale entre 1 et x de G seconde de t dt. Bon, alors celle-là, elle va être facile à calculer parce qu'on a une primitive immédiate de G seconde qui est en fait G'. Par contre, celle-là, ça va être un peu plus embêtant, mais ça va encore, je crois que vous le voyez, il faut faire une intégration par partie, c'est-à-dire on va essayer de se débarrasser du t qui est là en le dérivant,
la dérivée de t c'est 1, ok? Et si on dérive ce t là, on va devoir intégrer g seconde qui va devenir g'. Donc c'est parti, je vous fais l'intégration par partie. Là ce qu'on dit c'est qu'en fait on fait l'intégration par partie en posant les fonctions t fois g' de t. Ici on a dérivé g' pour obtenir celui-là. Et donc dans l'autre on va dériver t. Et donc à la place de t on a mis un 1 ici. Par ailleurs comme on avait un moins devant, hein, on l'a conservé, on a moins devant le crochet là. Et le moins qui va annuler le moins ici, qui va faire un plus devant l'intégrale. Donc là, c'est juste une intégration par partie. Et ici, on va juste réécrire ce que c'est que la primitive. Donc ici, c'est g' de t compris entre 1 et x, entre crochets. Bon, bah voilà, on va exprimer c'est quoi les crochets. Donc là, ça fait moins x fois g' de x plus 0 fois g' de 0. Ok, j'ai juste développé ce crochet-là. Là, on a une primitive évidente de g' de t qui est g de t. Là, c'est g de t, j'aurais dû mettre un t, pas un x. Entre 0 et x. Et enfin, ici, on a x fois g' de 0 moins x fois g' de 1. D'accord, j'ai juste développé ce crochet et j'ai distribué x dessus. Bon, simplification. On voit une simplification qui s'opère là. À mon avis, elle n'est pas étrangère de cette simplification qui était là. Hein. C'est à peu près le même phénomène. Et puis cette moins 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc on va développer ce crochet pour voir ce qu'on obtient à la fin. On obtient g de x moins g de 0 moins x fois g' de 1. Bon, vous vous souvenez ce qu'on voulait obtenir? Nous, on voulait que g de f ce soit g. Autrement dit, nous, on voulait que g de moins g seconde de x, on voulait tomber sur g de x. Là, le problème, c'est qu'on l'a... Enfin, on est content d'avoir g de x quand même, mais on est un peu embêté là, parce qu'on a un surplus. On a des trucs qu'on voudrait pas. C'est des parasites, ça. On veut les supprimer. Donc en fait, ça va marcher. On aura ce truc-là qui vaut g de x seulement si et seulement si, hein, si et seulement si pour tout x, ce truc-là vaut 0. Le surplus, là, on veut l'annuler. On veut que pour tout x, ce truc-là soit nul pour que les fonctions correspondent. Donc là, on est en fait en train de dire, on a une droite, ou si vous voulez, un polynôme de degré 1, il y a plusieurs manières de le voir, qui est nul. Hein, c'est un polynôme de degré 1 par rapport à x, hein, qui est nul pour tout x compris entre 0 et 1. Un polynôme de degré 1 qui admet une infinité de racines, bon, en gros, ça veut dire que ses coefficients sont nuls. Il y a une autre manière de le voir, c'est qu'on pourrait fixer x qui vaut 0. Si on prend x qui vaut 0, ça veut déjà dire 0, g0 vaut 0. Et puis, g' de 1 vaudra 0 ensuite. Bref, ces coefficients-là, g' de 1 et g de 0, valent forcément 0. Si on a que pour tout x, ça vaut 0, ça veut dire g' de 1 vaut 0 et g de 0 vaut 0. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, la condition suffisante pour que f soit solution, c'est qu'on ait ça. C'est qu'on ait g' de 1 qui vaille 0 et g de 0 qui vaille 0. Autrement dit, l'image de f, ce sont les fonctions g de classe C2 qui vérifient que g' de 1 et g de 0 sont égales à 0. Ça, c'est bien un espace vectoriel. Hein. Ces conditions-là, elles sont bien linéaires en fonction de g. Donc là, on est bien sur un espace vectoriel. Et par ailleurs, on a fait une analyse synthèse, donc on sait que ça, c'est bien une condition nécessaire parce que, voilà, l'analyse nous l'a dit, et puis suffisante d'après la synthèse. Donc l'image de g, c'est exactement cet espace vectoriel-là. Il n'y a pas de doute. Voilà pour la question 2. Alors finalement, dans la question 3, qui est donc la question la plus difficile de l'énoncer, on nous demande de trouver les éléments propres de G. Donc éléments propres, ça veut dire valeur propre, vecteur propre, et aussi sous-espace propre. Donc bon, en général, on fait tout en même temps. Hein. Si on a trouvé les vecteurs propres, ça veut dire qu'on a trouvé les sous-espaces propres, etc. Et donc on va regarder ça. J'ai juste rappelé les résultats qu'on a fait des questions précédentes parce qu'ils vont nous être utiles ici. Donc je rappelle qu'on a trouvé que le noyau de G vaut 0, l'image de G on a trouvé que c'était ça. Je rappelle le résultat orange hein, qui va encore nous être utile là. Et puis enfin, l'expression de G de f de x, ça je pense pas que ça va nous être utile, mais bon, au moins on l'a sous les yeux, comme ça c'est bien de l'avoir en tête je pense. Alors, c'est parti. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver les éléments propres de G. Donc, on veut trouver les valeurs propres. C'est encore une phase d'analyse synthèse. Hein. On cherche l'existence d'éléments. Donc, on va
chercher une condition pour que un lambda soit valeur propre. En fait, on va chercher des conditions nécessaires et ensuite vérifier qu'elles sont suffisantes. Si possible, trouver qu'elles sont nécessaires et suffisantes tout de suite. Mais bon, c'est pas toujours possible. Donc, on va supposer qu'on a lambda qui est une valeur propre de G. Ça veut dire qu'elle est associée à un vecteur propre. Ok, un vecteur propre c'est toujours non nul. Donc, je dis tout de suite que f va être non nul. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que f soit vecteur propre, c'est-à-dire g de f, c'est lambda fois f. Alors, là, il faut déjà, nous, ce qu'on va chercher, c'est des contraintes sur f. Ok, on veut trouver f, on veut trouver lambda. Donc, tout de suite, là, en regardant ça, c'est quoi les contraintes qu'on va avoir sur f? Il y a plusieurs choses auxquelles on peut penser. La première, déjà, c'est que de voir que f, c'est dans l'image de g. Parce que si on a lambda f qui vaut g de f, ça veut dire f, c'est un élément de l'image de g. Donc, s'il est dans l'image de g, bah regardez, les fonctions qui sont dans G, déjà, elles sont de classe, dans l'image de G, déjà, elles sont de classe C2. Et par ailleurs, elles vérifient ces conditions-là. Donc, ça veut dire, on a f qui est de classe C2, et f' de 1, c'est la même chose que f de 0, c'est 0. Donc ça, ce sont des conditions déjà, voilà, nécessaires. Nécessairement, f va vérifier ces propriétés-là. Par ailleurs, l'encadré orange, là, il va encore nous être très utile, hein. Vous en doutez, maintenant qu'on sait que f est de classe C2, on peut dériver deux fois cette expression. En dérivant deux fois, on sait que, d'après l'encadré orange, la dérivée seconde de g de f, c'est moins f, mais ça, on sait aussi, en dérivant deux fois ça, que c'est lambda fois f seconde. Donc là, on a une belle équation différentielle qu'on va pouvoir résoudre, hein. Donc, concrètement, on a lambda f seconde plus f qui vaut 0, donc ça c'est une équation différentielle. Et on a même des conditions initiales, hein, f de 0 égale f' de 1 égale 0. Alors par ailleurs, je pense que ce serait une équivalence là, mais bon, j'ai pris mes précautions, je raisonne que par application. De toute façon, au bout d'un moment, je pense qu'on va perdre un peu ces équivalences. Donc bon, c'est pas grave, on va faire une petite synthèse, ça prendra pas longtemps. Mais ouais, là on a cette équation différentielle là. Alors, là je vous fais remarquer que on pourrait presque dire, enfin, quand je vois ça, moi j'ai envie de dire, bon bah c'est bon, on a fini, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution non nulle. Parce qu'en fait, regardez, là, cette équation différentielle, là on a une solution triviale, on a une solution évidente qui est poser f égale 0. Si on prend f égale 0, la condition est vérifiée. Donc, il y a une solution évidente de cette équation différentielle-là. Et vous vous souvenez que chez Lipschitz, il dit unicité de la solution pour les équations différentielles. Donc, si on en a trouvé une, normalement, on les a toutes trouvées. Mais là, il y a une petite subtilité, c'est que, regardez, on a f de 0 et f' de 1. Et donc, ça, c'est une subtilité non négligeable. En fait, le théorème de Cauchy-Lipschitz, il n'est valable que si vous aviez ici f de 0 et f' de 0. C'est-à-dire, si on avait f' de 0 ici, là, on aurait su, à coup sûr, que la seule fonction f qui est solution, c'est 0. Et donc, il n'y aurait pas eu de valeur propre, il n'y aurait rien eu. Ça n'aurait marché en aucun cas. En aucun cas, on aurait eu une fonction non nulle. Mais là, en fait, le théorème de Cauchy-Lipschitz, il ne s'applique pas si vous avez f de 0 et f' de 1. La condition initiale, en fait, elle doit être seulement au même point x0, hein. Et là, le truc, c'est que on a deux points, on a 0 et on a 1. Donc, là, on n'a pas le théorème de Cauchy-Lipschitz, il pourrait très bien y avoir plusieurs solutions de cette équation, il pourrait très bien y en avoir aucune, mais là, en l'occurrence, il y en a une, on a dit, hein, il y a 0. Donc, bon, il pourrait y avoir d'autres solutions que 0 à cette équation. Donc, on va voir un peu ce que ça pourrait être. Alors, pour résoudre une équation comme ça, déjà, on va extraire un cas qui va nous embêter si on ne l'extrait pas tout de suite, c'est le cas où lambda est égal à 0. Si lambda est égal à 0, bon on a juste f qui vaut 0. Hein. En fait, si on cherche la valeur propre 0, déjà ici on verra tout de suite f égale 0, ce qui n'est pas compatible, mais en fait on peut aussi le raisonner avec le noyau, ce qu'on avait vu sur le noyau de G, c'est-à-dire que si, la valeur propre 0 est toujours associée au noyau de G, hein. Si f est associé à la valeur propre 0, forcément f est dans le noyau de G. Hein, parce que g de f c'est 0 fois f, donc g de f c'est 0, donc f est dans le noyau de G. La valeur propre 0 est toujours associée au noyau. Comme le noyau de G est réduit à 0, on sait que 0 c'est pas dans le spectre de G, donc forcément ce qui va nous intéresser c'est les valeurs propres non nulles. Les valeurs propres de G sont forcément non nulles en fait. Donc on va regarder ça dans un deuxième temps. Alors,
Là, on va regarder lambda différent de 0. Je vous fais remarquer qu'on aurait pu distinguer le cas lambda supérieur à 0, le cas lambda inférieur à 0. Bon, on va voir pourquoi. En fait, là, bon, c'est classiquement une équation du second degré, différentielle, pardon. C'est une équation différentielle du second ordre, donc on va avoir une équation caractéristique, d'accord, un polynôme du second degré à résoudre, qui est comme ça. Alors, ne me faites pas un delta. Ne me faites pas un delta pour calculer ça, s'il vous plaît. Enfin voilà, on a juste à isoler x carré qui vaut moins 1 sur lambda. Et donc là, ça nous donne deux solutions, à condition que moins 1 sur lambda soit positif. Enfin, si moins 1 sur lambda est positif, on a deux solutions réelles, sinon on a deux solutions qui sont complexes. Et donc c'est là où en fait, on pourrait penser à distinguer le cas où lambda est positif et le cas où lambda est négatif, parce que vous savez que les solutions n'ont pas forcément la même forme si on a des solutions réelles ou des solutions complexes. Mais en fait, enfin, elles n'ont pas forcément la même forme si on veut les exprimer dans R. Vous savez, donc les solutions réelles, ça va être avec des exponentielles, les solutions complexes, ça va être avec des cosinus et des sinus. Mais en fait, on peut quand même les écrire de manière générale comme des exponentielles complexes. Donc moi, en fait, j'ai décidé de pas distinguer les deux cas. De toute façon, on va devoir faire le cas avec les exponentielles. Donc si on les fait avec les exponentielles réelles, autant traiter en même temps les exponentielles complexes, ça va nous faire gagner du temps. Donc là, c'est vraiment mon choix. J'ai choisi de pas distinguer le cas où lambda est positif et le cas où lambda est négatif. Vous auriez pu le faire, hein, n'hésitez pas à le faire si vous vous sentez plus à l'aise. Mais moi, en fait, enfin voilà, je vais me permettre de faire les deux cas en même temps. Donc concrètement, là, hein, on a deux solutions. X égale petit delta, pardon, ou x égale moins petit delta. Donc les deltas, ils sont calculés comment? Bah en fait, on a deux cas. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que delta au carré soit égal à moins 1 sur lambda. Le cas le plus simple, c'est quand lambda est négatif. Hein, si lambda est négatif, bah, on peut prendre la racine carrée de ce truc, parce que ce truc est positif, donc on peut prendre la racine carrée. On peut prendre delta qui vaut la racine carrée de moins 1 sur lambda. Si delta est positif, là c'est un peu plus chiant parce que c'est négatif tout ça. Donc si c'est négatif, il faut prendre la racine carrée du positif et la multiplier par i. Et là, on aura bien la solution. Donc, ok, on a deux cas. Le cas où lambda vaudrait 0, à ce moment-là, la racine carrée, ce serait ça. Le petit delta, ce serait ça. Et le cas où lambda est positif, le petit delta, il serait égal à ça. Ok, bon. Et dans tous les cas, la solution, elle a cette tête-là. À ce moment-là, c'est f de x égale ax fois delta x plus b fois exponentielle de moins delta x. Donc, a fois exponentielle de delta x plus b fois exponentielle de moins delta x, où a et b sont des complexes. Alors en réalité, si delta c'est un réel, a et b ça va être des réels. Hein. Là, delta est un réel, c'est dans le cas où on est avec des solutions positives. Donc si on est avec des solutions réelles, a et b vont être réels. Si on est avec des solutions complexes, cependant, a et b vont être complexes. Alors, en réalité, là, on est en train de faire les solutions dans l'espace le plus général possible, c'est-à-dire là, on est en train de chercher les solutions qui sont des fonctions à valeur dans C. Il ne faudra pas oublier qu'à la fin, on veut se ramener sur des fonctions qui sont à valeur dans R. Il faut le faire quand on a des racines qui sont réelles. Donc moi, je me dis autant le généraliser aux racines qui sont complexes aussi. En fait, vous allez voir, ça va être exactement pareil. Donc, on a f qui vaut forcément ça. C'est toujours une condition nécessaire. Et par ailleurs, on a des conditions initiales. Une petite erreur sur cette condition initiale là, f' de 1 vaut 0, hein, elle ne vaut pas 1. Donc ça nous fait, quand on remplace par 0 ici, f de 0 c'est a plus b, ça c'est très simple, ça fait a plus b ça fait 0. Et là, donc f' de 1 ne vaut pas 1 mais vaut 0, donc quand on remplace, déjà quand on dérive, ça sort un delta ici, ça sort un moins delta ici, et quand on remplace x par 1, ça fait donc delta fois a, exponentielle de delta, moins delta fois b, exponentielle de moins delta, égale 0, et non pas 1. Ok, bon bah voilà, c'est une équation à résoudre. On va exprimer A en fonction de B. Moins B c'est A. Donc B c'est moins A. Autrement dit, le B on peut le remplacer ici par moins A. Et donc ça fait A fois delta exponentielle de delta plus delta exponentielle de moins delta. Bon, alors autrement dit, comme ce produit là vaut 0, on a deux solutions. Soit on a A qui vaut 0. Ok, soit on a ce bidule qui vaut 0.
Donc ça nous fait deux cas. Sauf qu'il y a un cas qu'on va tout de suite virer, c'est ce cas-là. En fait, ce cas-là est totalement inintéressant. Si a égale 0, alors on aura b qui vaut 0 aussi. Mais c'est impossible. C'est impossible parce que si a et b valent 0, en fait, la fonction f, c'est la fonction nulle. Et la fonction nulle ne nous intéresse pas. On a dit dès le départ que on est avec un vecteur propre. F ne peut pas être égal à 0. Donc cette solution-là, on va tout de suite s'en débarrasser. Ce qui va nous intéresser, c'est seulement ce cas-là. On va chercher si on peut avoir un petit delta qui va nous donner que ce truc-là vaut 0. Alors, c'est parti, on va regarder ce que ça donne. Déjà, on peut simplifier tout ça par delta, parce que delta est non nul, vu que lambda est non nul, delta est non nul aussi. Et donc, ça nous fait exponentielle de delta plus exponentielle de moins delta qui vaut 0. Alors, on fait passer le exponentielle de moins delta de l'autre côté, ça fait moins exponentielle de moins delta. Et là, un réflexe à faire quand vous avez des exponentielles négatives, c'est de multiplier par l'exponentielle positive. Ok, en fait, exponentielle de moins delta, c'est l'inverse d'exponentielle de delta. Donc, quand on multiplie tout par exponentielle de delta, on trouve que exponentielle de 2 delta égale moins 1. Là, on y est presque. Alors, on y est presque, mais on peut remarquer tout de suite que ça va pas être possible avec des deltas qui sont des réels. Si delta est un nombre réel, là, il n'y a pas de solution. Enfin, ça marche pas. On peut pas avoir une exponentielle d'un nombre réel qui est négative. Une exponentielle d'un nombre réel, c'est tout le temps positif. Donc, le cas où delta était négatif, voilà, c'est mort. Déjà, on n'aura pas de solution. La seule solution possible, c'est quand on aurait un delta qui serait complexe, parce que moins 1, en fait, c'est exponentielle de i pi. Ok, moins 1, c'est exponentielle de i pi. Donc, l'argument ici de delta pourrait correspondre à l'argument pi qui est là. En fait, en réalité, là, en termes d'argument, on est juste en train de dire, si on est maintenant sur les exponentielles complexes, que 2 delta va s'écrire i pi plus 2k pi fois i. Ok, le plus 2k pi, c'est parce que voilà, c'est toujours modulo de pi. En gros, l'angle représenté par 2 delta doit correspondre à l'angle pi modulo de pi. Bon, ça nous fait des solutions complexes, ça. Ok, on n'a pas de solution réelle. Donc concrètement, delta, alors on va diviser tout ça par 2, parce que ça c'était 2 delta. Donc delta c'est égal à 2k plus 1. Je vais factoriser par pi, par i pi aussi. Donc quand on factorise par i pi, ça fait 2k plus 1 fois i pi, le tout divisé par 2. Ok. Et donc là on est dans le cas où on a dit ici, dans le cas où delta est positif. D'accord, la flèche pointe vers le cas négatif, mais c'est dans le cas où delta est positif. Donc autrement dit, là on est dans le cas où on est avec i fois racine de 1 sur delta. Ok. Donc autrement dit, là on va calculer i fois racine de 1 sur lambda, pardon. Donc là on est dans le cas où on est avec i fois racine de 1 sur lambda. Donc autrement dit, ça va nous permettre de calculer lambda tout ça. On va regarder, racine de 1 sur lambda, c'est donc cette chose, on a simplifié par i. Donc quand on passe à l'inverse, racine de lambda, c'est 2 divisé par 2k plus 1 fois pi. Et là on met au carré. Alors vu que ça dépend de k, je l'ai appelé lambda k. La kème valeur propre, si vous voulez, la valeur propre correspondant à k, c'est donc 4 divisé par 2k plus 1 au carré fois pi au carré. Voilà, donc ça nous fait une valeur propre. Alors, ça nous fait une valeur propre a priori. En tout cas, en raisonnant de manière nécessaire, là on a trouvé que nécessairement pour que lambda soit une valeur propre, il faut que lambda s'écrive comme ça. Après, on va faire la synthèse pour vérifier que effectivement ça marche bien. Mais donc, du coup, là, on a la valeur propre lambda qui correspond, et on va essayer de voir ce serait quoi le vecteur propre qui correspond. Alors, on va revenir à f. Si on remplace le petit delta par ce qu'on a trouvé, donc on remplace les deltas et les deltas ici, ça nous fait cette horreur. Cette horreur-là. Bon, c'est parce que les deltas sont très moches, c'est pour ça que ça nous fait quelque chose de moche. Mais ce qu'il y a d'important à retenir, c'est juste que là, c'est comme si on avait exponentielle θ moins exponentielle de moins θ. On a exponentielle de, si vous voulez, iθ, il y a un i quand même, exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ. Donc ça, c'est les formules de l'air. Ces formules de l'air, autrement dit, il va rester 2i sinus θ. Ok, donc on a 2i fois a fois sinus de θ. Donc θ, c'est cet angle-là moche. Ça nous fait ce truc-là. Alors, c'est le moment où il faut se rappeler, que nous, on veut une fonction qui soit à valeur dans R. Donc là, on a un petit... Enfin, moi, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, mince, on a un petit problème, c'est 2i fois a, c'est un peu embêtant, parce que nous, on voudrait que la fonction f, elle soit dans R. Mais en réalité,
là, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour tout A complexe, cette fonction est solution. Pour toute valeur de A qui appartient à C, cette fonction f là, elle va fonctionner. Hein. J'ai remplacé le b par moins a là, et donc du coup le a là, il est quelconque. Quel que soit le a qu'on met ici, ça va marcher. Donc en fait, par exemple, si on prend a qui serait... En fait, on peut très bien rendre 2 fois i fois a réel, hein, en prenant l'inverse de 2i par exemple. Si a c'est l'inverse de 2i, bah, ça fera tout simplement 1. Okay, donc tout ça, ça peut appartenir à R. Il suffit qu'on prenne un a qui est imaginaire pur, et bim, on met f de x dans R. Okay, donc en fait, on peut prendre un vecteur propre particulier qui serait cette fonction-là, la plus simple. Si on fixe la constante violette là égale à 1, on pourrait définir fk de x, c'est sinus de 2k plus 1 sur 2 fois pi fois x. Et donc ça, c'est le vecteur propre qui serait associé à la valeur propre lambda k. Ok, bon, c'est bien beau tout ça. On a dit que si f c'est un vecteur propre, nécessairement f il est collinaire à cette fonction-là. On va juste faire la vérification tout de suite parce que là c'est nécessaire. On va vérifier que c'est suffisant. C'est-à-dire que cette fonction-là c'est bien un vecteur propre. Concrètement, hein, si on fait la synthèse, notre fonction là, ce qu'on sait, c'est que bon ça c'est l'encadré orange. D'après l'encadré orange, on sait que g de moins f seconde, c'est f. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que comme f est solution de l'équation différentielle, bah, on sait que f seconde, c'est moins 1 sur lambda k fois fk, d'accord, d'après l'encadré là, d'après la solution de l'équation différentielle. Hein. On s'est embêté à trouver fk qui soit justement solution de cette équation différentielle. Donc si on remplace là-dedans, bah, là ça va nous faire un plus, hein, le moins et le moins ici se simplifie. Donc en fait on a g de 1 sur lambda k de fk. Ça, si on sort le 1 sur lambda k, ça fait 1 sur lambda k de g de fk. Bah on sait que c'est fk, d'accord. On sait que c'est le fk qui est là. Là j'ai juste réécrit le truc de gauche ici pour dire que c'est la même chose que 1 sur lambda k fois g de fk qui vaut donc fk. On multiplie tout par fk et on a gagné. Fk c'est bien un vecteur propre en fait de g. Donc je pense que j'aurais pu la rédiger avec des conditions nécessaires et suffisantes, cette analyse. Mais bon, vous voyez, la synthèse coûte pas très cher, donc autant rédiger une synthèse quand c'est comme ça, ça coûte rien, et ça permet de confirmer qu'on est sur le bon résultat. Bon, bah voilà, on a fini. Alors, on va pouvoir mettre la conclusion finale de l'exercice. Le spectre de G, c'est donc toutes ces valeurs-là, tous les 4 divisés par 2k plus 1 au carré fois pi au carré, avec k appartenant à z. Alors là, je vous fais remarquer que je l'ai mis k appartenant à z, mais je pense que j'aurais pu mettre k appartenant à n. Parce qu'en fait, là, comme c'est un carré, tous les négatifs en fait vont devenir positifs. Donc j'aurais pu mettre k appartenant à n pour avoir seulement les... pour pas que les nombres apparaissent deux fois. Mais bon, c'est un détail. Hein. Voilà, donc ça c'est le spectre de G. Et par ailleurs, si on prend une valeur propre ici, bon ça fait un peu moche, hein, E de lambda, donc le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda k ici, eh ben c'est l'espace vectoriel engendré par la fonction fk que j'ai écrite ci-dessus. Donc c'est l'espace vectoriel engendré par la fonction qui à x va associer sinus de 2k pi de 2k plus 1 sur 2 fois pi fois x. Voilà, alors c'est ça qui va marcher. Hein. Concrètement, voilà, alors bon bah là on a fini l'exercice, on pourrait se demander en fait pourquoi on tombe sur cette fonction là à la fin. Pour le savoir, hein, il faut se rappeler que du coup les solutions qui vont marcher là de cette équation, c'est les solutions avec des racines complexes. Donc en fait c'est les solutions qui sont de la forme a fois cos de sin a fois cos plus b fois sinus. Et comme on veut que la dérivée s'annule en 1, c'est pour ça qu'il va rester... Alors, comme on veut que la fonction soit nulle en 0, déjà ça va annuler le cosinus, la partie cosinus elle va s'annuler. Et puis comme on veut que la dérivée elle soit nulle en 1, ça veut dire que quand on va dériver le sinus qui va donner un cosinus, on veut que le cosinus s'annule. Et le cosinus il s'annule où ? Bah, il s'annule en pi sur 2. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des pi sur 2 en fait
tous les impairs, hein, parce que ça peut être pi sur 2, ça peut être 3 pi sur 2, ça peut être 4 pi, 5 pi sur 2, ça peut être 7 pi sur 2. Donc c'est pour ça qu'on a en fait les valeurs impaires multipliées par pi sur 2. C'est parce que c'est les valeurs qui vont annuler cos, et donc comme elles annulent cos, elles vont annuler la dérivée de f en 1. Voilà, bon, juste pour faire une petite analyse de ces résultats. Voilà, ça conclut notre exercice. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Alors comme d'habitude, hein, rappelez-vous que le jour de l'oral, évidemment, le jury vous aidera. Il faut quand même que vous ayez le temps de dire des choses, mais vous n'avez pas besoin de faire l'exercice à 100% tout seul pour bien vous en sortir. L'idée, c'est vraiment d'avoir déjà des bonnes idées sur comment le résoudre. Et puis après, le jury vous guidera vers la solution s'il y a besoin. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur la correction, me dire si j'ai fait des imprécisions ou des petites erreurs, ça peut arriver. Abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos. Allez, salut!